Bonsoir, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 278 déjà, et oui. Donc un riposte exceptionnel comme les précédents de ces dernières semaines. Je reçois aujourd'hui, après Dominique de Villepin, Jean-Marie Le Pen, François Bayrou et Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. Alors vraiment, merci d'être là et d'avoir répondu à l'invitation de Riposte et de France 5. Merci. En vérité, vous savez, les Français vous connaissent sans vous connaître. Et tous ont envie d'entendre préciser vos projets pour la France. Nous allons avoir le temps de dialoguer, tout d'abord tous les deux, ici, là, et ensuite viendra l'heure du débat. Et c'est parti pour 85 minutes en direct. Donc, Ségolène Royal, sur l'écran blanc de vos tailleurs blancs, souvent, semble se projeter nombre de rêves et d'espérances, souvent contradictoires. Vous semblez concilier, ce n'est pas une mince affaire. Deux France, celle qui croit au ciel et celle qui n'y croit pas, celle qui rêve d'ordre et de sécurité, comme celle qui réclame la justice sociale, celle qui a dit oui à l'Europe et celle qui a dit non à l'Europe, celle qui campe aux marches de la droite et celle qui habite à gauche, légèrement étonnée comme ça de se sentir rajeunie à travers le miroir que vous lui tendez. Coup de génie politique, sens aigu de la stratégie, opportunisme, disent vos adversaires. Pouvez-vous longtemps être la princesse, comme ça, des ambiguïtés? Vous êtes d'accord avec ce début, cette introduction-là? Enfin, comment vous la ressentez, cette introduction? Cette conciliation? Elle est peut-être à l'image de la France, qui est un pays complexe, qui se cherche, dans un monde difficile, fait de tumulte et d'insécurité. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, ce qui va être débattu dans cette campagne pour les élections présidentielles, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est comment inventer les nouvelles sécurités qui vont permettre aux Français de retrouver confiance en eux-mêmes pour conquérir le monde. En tout cas, ceux qui peuvent conquérir dans le monde, c'est-à-dire comment leur permettre, alors qu'ils sont aujourd'hui tirés vers l'individualisme. Et très angoissés. Et tirés vers le bas, avec ce sentiment de déclin. Comment faire en sorte de stopper ce sentiment de déclin, parce que nous en avons le potentiel. Redonner courage, redonner de l'espoir, redonner ce désir d'avenir. Et c'est avec cette confiance reconquise que la France pourra aussi regarder le monde tel qu'il est. Mais d'ailleurs, votre façon de faire de la politique intéresse au plus haut point un homme qui nous a-t-il confié, pense à vous, parfois même en se rasant. Et cet homme, c'est Nicolas Sarkozy. Il était à votre place ici la semaine dernière. Écoutez-le, il parle de vous, c'est très court. Mais d'une certaine façon, elle représente à gauche, comme j'ai essayé de représenter à droite, une nouvelle façon de faire de la politique. Alors, et c'est pas la guerre, la politique. On peut se lancer dans un débat démocratique, on peut espérer porter les aspirations d'un pays et ne pas considérer que l'autre, forcément a tort surtout, a moins de talent que vous, travaille moins que vous. C'est quelqu'un que je respecte. J'avais dit bien avant qu'elle ne soit désignée que c'était quelqu'un de qualité. Alors voilà, il vous fait une déclaration comme ça, etc. C'est quoi cette nouvelle façon de faire de la politique qui vous serait commune? On voudrait essayer de comprendre. En tout cas, contrairement à ce qu'il vient de dire, mon problème, ça n'est pas de commenter tel ou tel futur adversaire ou partenaire du débat public politique. C'est d'abord de penser à la France, aux Français. Et ma préoccupation première, c'est de savoir comment faire revenir aux urnes ceux qui s'en sont durablement écartés. C'est sa préoccupation, lui aussi. Oui, mais d'habitude, les catégories populaires venaient voter à gauche. Et lors des précédents scrutins, nous les avons perdus. Oui, et vous pensez les retrouver, là ? C'est à nous, à la gauche, de les représenter. Parce que c'est nous qui nous battons pour faire en sorte que ce monde soit plus juste, à la fois plus juste et plus efficace. Et donc, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Et je crois que nous réussirons à faire revenir les catégories populaires vers l'élection, vers le vote, vers le fait de s'intéresser à ce qui est décidé, que si nous les associons au projet présidentiel. Et c'est ça le cœur de ma démarche. Mais votre engagement à gauche, vous, Ségolène Royal, vous entrez au PS en 1978. Mais votre engagement à gauche a été comme une rupture dans votre histoire personnelle. Chez vous, vous êtes une fille, une petite fille de militaire, on ne votait pas à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. On votait même plutôt à droite, voire à l'extrême droite, d'après ce que j'ai compris. Vous fûtes élevé à la dure, à la rude, à la stricte, vous fréquentiez les églises le dimanche et les pensionnats religieux le reste de la semaine. Jacques et Hélène, vos parents, firent 8 enfants. Et si, chez les Royal, on aimait l'ordre, il n'était pas toujours juste.
surtout pour votre mère, n'est-ce pas, et les filles de votre famille. Votre père, il y a une question qui m'intrigue comme ça. Vous faisait-il sentir, comme vous l'avez écrit, que les filles n'étaient que des êtres inférieurs? Mais il avait lui-même reçu cette conviction de la génération précédente. Donc finalement, je ne lui en veux pas. Et même c'est peut-être parce que j'ai eu ce sentiment d'injustice qui m'a fait me révolter. Et donc peut-être devenir ce que je suis, d'être là en face de vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai compris très tôt que cette injustice faite aux femmes ne devait pas être une fatalité. Et quand je voyais autour de moi, en effet, les femmes de ma famille n'avoir pas le droit de travailler ou devoir compter le franc, leurs dépenses, ou devoir rendre des comptes en permanence, je me suis dit que ma principale, mon trésor, c'était la réussite scolaire. Et j'ai compris ça très tôt. Et que c'est en réussissant à l'école que je réussirais à conquérir ma liberté. Et c'est toujours vrai aujourd'hui pour bien des enfants issus des catégories populaires ou pour bien des filles qui, dans certaines familles, ne sont pas poussées particulièrement en avant. C'est par la réussite scolaire, par l'école de la République, aujourd'hui, que l'on peut conquérir sa liberté. Donc il y a des valeurs universelles. Bien sûr, mais comment vous étiez traité concrètement chez vous? Qu'est-ce que vous interdisiez de faire? Qu'est-ce qu'on vous... On était bien traités, rassurez-vous, et je crois que c'est toujours un peu gênant, vous savez, de raconter son histoire personnelle. Donc un petit peu, vous en voulez un petit peu? Non. Non, mon rôle, ce n'est pas de raconter mon histoire personnelle. Je trouve même qu'elle est trop exhibée. Il y a au moins une quinzaine d'ouvrages qui sortent de récits sur mes frères et sœurs, sur mes parents. Oui, on a envie de vous connaître. Oui, mais on a envie de vous connaître. Oui, vraiment. Eux ont droit aussi à l'anonymat. Et en même temps, je n'ai rien à cacher. C'est très important. C'est très important. Eux ont droit à l'anonymat et nous on a envie de vous connaître parce que quand on lit des bribes de votre histoire, justement, on a l'impression qu'elle se passe il y a très longtemps en France, alors que vous êtes une jeune femme, il y a très longtemps, c'est une France qui n'est pas du tout celle qu'on connaît, j'ai l'impression maintenant. Ça se passe loin, alors que c'est tout près, et il y a longtemps, alors que c'est tout récent. Oui, c'est vrai, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai, c'est assez étrange cette histoire. Puisqu'il y a eu des conditions de vie extrêmement rudes que l'on croirait sorties du siècle dernier. Et en même temps, ce qui nous a structurés, moi et mes 7 frères et sœurs, c'est la transmission des valeurs. D'abord, on nous a appris, ça c'est ma mère qui nous a appris, Hélène. Le respect de la nature, le goût de la nature, le respect des saisons, la beauté des paysages. Je crois que ça c'est quelque chose qui me marque à tout jamais. Et puis de mon père, on a appris l'honnêteté, la rigueur, le courage, la difficulté, surmonter les épreuves. Et le sens de l'effort et le sens du travail. Donc vous voyez, on était pas mal structurés, malgré les difficultés. Mais vous avez épousé la cause de votre mère, dans une séparation difficile entre votre père et votre mère, vous avez épousé la cause de votre mère. Et c'est à ce moment-là que vous avez senti la nécessité d'un engagement qui est passé d'abord par le féminisme pour vous, c'est-à-dire être proche de votre mère, que vous avez senti blessée, humiliée. Écoutez, ce que je pense important dans un itinéraire personnel, surtout lorsque l'on est engagé dans une échéance aussi importante que celle de l'élection présidentielle, ça n'est pas d'en faire un récit personnalisé, mais c'est de voir quelles leçons universelles on peut en tirer. Et je crois que dans toute épreuve de l'enfance, il y a ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment faire d'un certain nombre d'épreuves une force supplémentaire. Bien sûr. Et ces difficultés, mais aussi ces joies, parce que dans une famille nombreuse, il y a beaucoup de joie. Des moments où vous amusiez ces bien, difficultés m'ont donné une force intérieure importante. Vous avez vu des moments d'humiliation, de dureté, de tout ça. Et ça vous a forgé. Enfin, c'est oui, évident. Mais vous savez, lorsque l'on a l'amour parental, finalement, on se relève de tout. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, ou là où l'on voit qu'il y a beaucoup à faire à l'échelle d'un pays comme la France, c'est lorsque les enfants manquent d'amour familial. C'est là où les difficultés sont les plus féroces. Vous avez eu l'impression d'être aimé, oui, bien sûr. On a été aimé, on a été parfois bousculé, élevé à la dure. Ouais. Mais c'était pour notre bien, disons. Disait-on, c'était la forme. Il n'y avait pas de violence. C'est parce que je t'aime que je te fais ça. Il n'y avait pas de violence ni d'humiliation. Or, aujourd'hui, la maltraitance qui touche des milliers, voire des millions d'enfants en France, non seulement c'est la maltraitance de l'extrême pauvreté, mais c'est la maltraitance des violences parentales, des incestes, de l'échec scolaire qui humilie. Donc, ce sont toutes ces violences-là qu'il faut faire reculer. Il faut faire reculer en épaulant les familles pour qu'elles aiment leurs enfants, en épaulant l'école. Et les femmes, la cause des femmes, parce que vous avez écrit, je suis convaincu que les inégalités les plus graves naissent
de ces injustices faites aux femmes. Oui. Hein, ça a été déterminant pour vous, cet engagement comme ça, très proche. Hein. Oui. Écoutez, d'ailleurs, on va vous entendre dans des images parler avec... Vous allez voir comment vous parlez des femmes dans cette archive. Regardez. Le combat pour la laïcité, c'est pour vous, femmes voilées, femmes mutilées, femmes excisées, femmes violées, femmes infériorisées, femmes écrasées, inégalité salariale, violence faite aux femmes, mariage forcé, inégalité dans la formation professionnelle, inégalité dans l'emploi. Mon combat pour la laïcité et pour l'égalité, c'est pour vous. C'est pour vous. Hein. Là, vous êtes... on vous a vraiment vu comme ça, je trouve, parler. Là, vous êtes absolument habité, transfiguré. Enfin. Mais c'est important, cette violence contre les inégalités, cette révolte contre les inégalités. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les égalités hommes-femmes. Le développement économique, il se joue là. Aujourd'hui, 80% des travailleurs précaires sont des femmes. Les inégalités salariales sont encore là. Le manque de qualification professionnelle qui freine le développement économique, ce sont les femmes qui les subissent. À l'échelle de la planète, les inégalités entre pays riches et pays pauvres aussi pourraient être considérablement réduites si on donnait du pouvoir aux femmes dans les pays pauvres. Je suis allée récemment au Sénégal, mon pays natal, dans tous les pays africains. Les femmes accomplissent 80% du travail de la terre et ont droit à 5% des crédits bancaires. Vous ne croyez pas que si davantage de pouvoir était donné aux femmes, y compris dans le développement économique, mais aussi dans l'éducation, pour la transmission de l'éducation à leurs enfants, pour la transmission de la santé, pour la transmission de la protection de l'environnement en particulier, alors ces pays les plus pauvres pourraient émerger? Moi, je crois que l'avenir du développement des pays les plus pauvres passe par les femmes et je réformerai en profondeur les aides publiques au développement en faisant en sorte que non seulement la France, mais l'Europe et que les pays les plus riches s'appuient sur l'énergie des femmes pour sortir les pays de la pauvreté. Tout commence par les femmes. Par les femmes, je ne veux pas éliminer les hommes, bien évidemment, certes. Mais ce sont les femmes qui transmettent la parole, qui transmettent l'éducation, qui transmettent les valeurs, qui transmettent la qualité de la nourriture, qui transmettent énormément de choses. Donc dès lors qu'on les fragilise, qu'on les humilie, qu'on les violente, qu'on les écarte, dès lors qu'on les voile, alors elles ne peuvent plus accomplir dignement leur métier de femme et leur métier de mère. Et donc cette force de la transmission qui est à l'origine du développement économique et social et du progrès de l'humanité, tout simplement, combien de femmes battues, combien de femmes violentées en France, là, sans aller plus loin. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis engagée, si je suis élue, à ce que le premier texte qui soit déposé sur le bureau des assemblées soit le texte de lutte contre les violences faites aux femmes. Toutes les violences. Une femme meurt tous les 3 jours, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Imaginez s'il s'agissait d'un crime raciste, mais il y aurait un soulèvement de l'opinion publique. Là, il y a une indifférence totale, sous prétexte qu'il y a encore cette vieille idée du droit de propriété de l'homme sur sa conjointe qui peut aller jusqu'au crime. Quand est-ce que la France va se révolter contre ces crimes au quotidien et contre toutes les formes de violence? On va continuer votre histoire personnelle, comme ça, rapidement, avec votre camarade de l'ENA, un certain François H. On se marie pas chez les Hollande Royal, et le père de vos enfants, donc, vous entrez en politique. Une mère au pays des hommes, enceinte à l'Élysée, enceinte au gouvernement. Vous ne cachez pas du tout votre ventre arrondi, c'est vraiment la logique de ce que vous venez de dire. Vous en faites même un moyen de communication, d'une certaine façon, inédit, semble-t-il. En tout cas, regardez. Agenda surchargé, elle prend quand même cet été le temps d'accoucher. Celui aussi de convier la presse à la maternité pour donner les clés du succès. Il faut avoir une très forte organisation et puis surtout croire à ce que l'on fait et puis aimer tout ce que l'on fait. Là, c'était la naissance de votre dernière fille, Flora. Mais alors, vous étiez la première dans l'histoire, à autoriser des photographes à venir vous voir. Alors, c'était quoi? Ça représentait quoi pour vous? En pipolisation, diront-on plus tard ce mot barbare, atroce, ou autre chose dans votre tête? Parce que on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a à nous montrer ça? D'abord, il y avait une grande curiosité journalistique, vous imaginez bien. Je sais pas. Et puis, j'étais ministre de l'Environnement. Et je voulais revendiquer
cette conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. On m'avait dit au sein du gouvernement, bon, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant, donc on va te remplacer au gouvernement. Et ça m'avait mise en colère. Ouais. Et je me suis dit, ça n'est pas parce que je mets un enfant au monde, il y a tant de femmes qui travaillent et qui finalement ont moins de facilité que moi, étant ministre, pour m'organiser. Et ça m'avait paru révoltant que ce préjugé d'inconciliation entre l'exercice du pouvoir ministériel et le fait de mettre un enfant au monde. Et donc j'ai voulu montrer, afficher, quoi, dire assumer, voilà, c'est assumer. Comme ça. Oui, car il y a une époque où les femmes qui étaient exposées cachaient leur maternité. Bien sûr, mais c'est les cette actrices, histoire de par exemple. Bérégovoy, le Premier ministre, qui va vous proposer d'être ministre à l'époque, et vous lui dites pas que vous êtes enceinte, c'est vrai ça? Parce que vous vous dites, si je lui dis que je suis enceinte, il va pas me prendre au gouvernement. C'est vrai. Mais c'est encore vrai, tellement vrai dans le monde du travail. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent un emploi cachent qu'elles sont enceintes malgré les lois sociales de protection. Et donc il y a encore énormément à faire sur cette conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, avec du temps partiel partagé entre le père et la mère. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé aussi le congé de paternité et que j'ai beaucoup œuvré sur les plans de place en crèche par exemple, qui ont été remis en cause par l'actuel gouvernement, car je crois que là aussi, les vies de famille épanouies et équilibrées et des femmes sécurisées dans leur lieu de travail parce qu'elles savent que leurs enfants sont gardés dans de bonnes conditions, c'est aussi un facteur d'efficacité économique et un élément aussi de la modernité. On se souvient tous de vos premiers combats au gouvernement. Ils ont détonné à gauche. On n'avait pas l'habitude à gauche d'entendre ça. Vous passiez pour une femme d'ordre, plutôt réac, plutôt réactionnaire, et ça plaisait bien sûr à la droite, et ça plaît toujours à la droite. D'ailleurs, vous vous insurgez contre la violence à la télé. Vous n'hésitiez pas à pousser à la délation des enseignants soupçonnés de pédophilie. C'est faux, ça. C'est faux, vous nous le direz alors. Les enfants, à vous croire, ont toujours raison. Pas ce mot de délation. Pas sous forme de quoi? L'application de la loi. L'application de la loi. Et les enfants, la parole de l'enfant, très prise au sérieux et presque, entre guillemets, le mot n'est pas bon, sacralisée d'une certaine façon. Non, je ne crois pas. La justice, tout simplement, pour les victimes. Donc, alors, est-ce que ces positions-là, vous vous rendez compte, vous vous en souvenez, elles ont détonné à gauche. On n'avait pas l'habitude d'entendre à gauche de telles prises de position. Comment vous réagissez avec le recul maintenant? Mais comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'action publique? C'est d'abord repérer les problèmes tels qu'ils sont, avec le souci de la vérité et de la souffrance des Français et de ceux qui ont une difficulté à se faire entendre. Et moi, j'ai toujours voulu entendre ceux qui n'arrivaient pas à se faire entendre. Et ensuite, c'est l'efficacité de l'action politique. Et enfin, c'est de ne pas écouter ceux qui m'ont toujours dit « Oh, ça c'est trop dangereux, il ne faut pas en parler. Qu'est-ce que ça va te rapporter sur le plan politique ?» J'ai jamais pu faire de la politique comme cela, en me protégeant, en détournant le regard, en fermant les yeux sur ce qui n'allait pas, ou sur des problèmes qui n'existent, qui aux yeux de la politique dite sérieuse, n'existaient pas. La grande politique, c'est ça? Aux yeux de la grande politique n'existait pas. Mon combat contre le bizutage, par exemple, les victimes, je ne les connaissais même pas. Elles m'écrivaient souvent de façon anonyme. Les filles qui subissaient des attouchements sexuels dans les bizutages, elles ne mettaient pas leur nom pour ne pas en avoir la honte. Mais j'envoyais des inspections quand même dans les lycées ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles qui laissaient faire ce genre de choses. Et à certains moments, en effet, ça se retournait contre moi, mais je tenais bon. À quel moment ça s'est retourné? Vous avez dit non, j'ai jamais poussé à la délation contre les... À quel moment il y a eu cette espèce de chose où on s'est dit « Ah, Ségolène Royal, c'est l'ordre moral, le retour de l'ordre moral », vous vous souvenez bien. Vous connaissez les attaques qu'on fait contre vous. Mais c'est pas une question d'ordre moral. C'est une question de protection des victimes contre toutes les formes de violence et de domination et de ceux et celles qui ont le pouvoir et qui exercent cette violence au nom du pouvoir qu'ils détiennent. Et donc, à ce titre-là, oui, je me suis toujours placée du côté des victimes, même lorsque c'était difficile. Et quand ça m'a valu un certain nombre de plaintes, vous le savez bien. Effectivement. Mais la justice m'a donné raison. Et notamment lorsque des enseignants ont porté plainte parce que j'étais venue au secours d'élèves méchamment et très durement bizutés. Ces enseignants ont porté plainte et la justice m'a donné raison parce que les faits ont été avérés. Et je crois que j'ai toujours, contrairement à ce qui a été dit, tenu un juste équilibre entre la présomption d'innocence et le droit des victimes à être protégées. Et je le faisais d'ailleurs avec une équipe de magistrats. Alors on a voulu, bien sûr, ce sont des causes difficiles,
sur lesquels on a voulu sans doute me dissuader d'agir, ou m'influencer, ou m'intimider. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, les victimes m'en savent gré. Mais cette réputation d'ordre moral, alors moral selon Ségolène Royal, la restauration, qui plaît un peu partout en France. Hein. Évidemment, il y a un écrivain qui, auteur d'un incroyable best-seller, La vie sexuelle de Catherine M, qui a voulu vous faire parvenir une lettre. Il ne va pas de main morte, hein, c'est son style et vous réagirez. Il s'agit, vous le savez, vous imaginez, de Catherine Millet, directrice d'Art Presse, hein, revue d'art contemporain. Donc, cet écrivain a succès. Si vous voulez bien vous retourner, Ségolène Royal, il y a juste cette lettre-là, et si vous bien, on veut bien partager avec vous ce moment, comme ça, où elle vous écrit, donc, on va être un peu indiscret, on va assister à la lecture de cette lettre. C'est bien Catherine Millet, oui, madame. Ah oui, c'est bien Catherine Millet, oui. Beaucoup de gens se réjouissent, à juste titre, qu'une femme ait enfin des chances sérieuses d'accéder à la présidence de la République. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, bon, rien de méchant. On peut toutefois regretter que ce soit sous les traits d'une mère la pudeur, d'une Vestale, raide comme un nid dans son tailleur immaculé. Pardonnez-moi, des tailleurs blancs, ça Pardonnez-moi, mais je vois votre sourire comme un masque plaqué sur le visage de la vertu avec un grand V, prompte à exercer la censure. N'avez-vous pas proposé une loi pour lutter contre l'utilisation marchande et dégradante du corps humain dans la publicité ? Avons-nous besoin d'un président ou d'une présidente de la République ou d'une maman pour nous faire la morale ? Catherine Millet, c'est signé Catherine Millet. Votre réaction à cette lettre ? Ma réaction, mais c'est que la morale est une très bonne chose. Les sociétés sans morale sont des sociétés où règne la loi du plus fort. Et il ne faut pas tout mélanger. Les règles sont très claires. Là aussi, l'ordre juste est très clair. Il y a d'un côté ce qui se passe entre adultes consentants. Et là, la société n'a rien à y voir. Ils font ce qu'ils veulent. Et il y a d'autre part la protection de l'enfance, qui, elle, a le droit d'être protégée contre toutes les formes de violence ou d'images dégradantes. Il y a d'ailleurs des lois pour cela. Donc c'est assez simple, il faut respecter la loi. Et c'est vrai que la pornographie est une violence pour de jeunes enfants et de jeunes adolescents. Et je considère que l'amour étant le plus beau cadeau fait à l'être humain, les adolescents et les enfants ont le droit d'en être protégés de ces images pornographiques. Et vous avez vu ce qui vient de se passer dans l'actualité, où des jeunes collégiens ont violé une petite fille et l'ont filmée avec leur téléphone portable. Et l'on sait, parce qu'il y a bien des adultes bien hypocrites et qui gagnent beaucoup d'argent sur les films pornographiques, et l'on sait que forcément la divulgation de ces images brouille les repères. Autrement dit, dans une société, ce que la génération des adultes doit à la suivante, c'est la limite, c'est la protection. C'est la protection contre toutes les formes d'abus. Un enfant n'est pas un adulte et il a le droit de cheminer tranquillement vers sa vie d'adulte et vers sa vie sexuelle et de construire lui-même ses propres valeurs. Donc vous dites à Catherine Millet, auteur de cette lettre, donc à la limite, je ne regrette rien et je continue demain. Hein ? Au contraire, j'assume. D'accord. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants et d'adolescents qui souffrent. Et vous savez bien que pendant la campagne, on va revenir constamment sur ce thème-là. Vous savez bien, on va vous faire tout le temps le reproche, comme ça, insidieux, d'une sorte de restauration morale. Enfin, vous le savez bien. Mais les points de repère sont très clairs. Les points de repère sont extrêmement fermes et extrêmement clairs. Un enfant n'est pas un adulte. Mais les mannequins dont elle parle, qui étaient dans la vitrine, etc., c'était pas une atteinte aux mœurs, non ? C'est pas utile quand il y a des enfants. Vivants, c'est ça dont elle tout parle. Ce qui peut dégrader l'image et le corps des femmes et dont la vue est imposée aux jeunes enfants n'a pas forcément raison d'être. Parce que derrière, c'est quand même la loi du marché, c'est la loi de l'argent. Donc, autant le dire très clairement. Et donc, cette forme de violence, en effet, doit être épargnée aux jeunes enfants pour qu'il n'y ait pas de confusion des générations. Nous sommes dans une société, d'ailleurs les pédopsychiatres le disent, Marcel Ruffo, par exemple, le dit très nettement et très clairement, on ne peut pas l'accuser de censeur, c'est la confusion entre les générations, c'est-à-dire pousser des petites filles à devenir des femmes avant l'âge, et en leur imposant les normes marchandes
de la société, parce des que adultes. Évidemment, Alors, ça rapporte des fric. laissons-les libres, laissons-les tranquilles, et laissons-les conquérir leur propre liberté. L'ordre juste, c'est un des slogans de votre campagne que vous opposez à la rupture tranquille, cher à Nicolas Sarkozy. Ordre juste qui résonne aussi un peu comme force tranquille de votre maître, François Mitterrand. Mais pourquoi donc l'ordre juste? C'est un concept inspiré, semble-t-il, d'une encyclique de Benoît XVI, où le pape écrit « L'ordre juste de la société et de l'État est le devoir essentiel du politique ». Vous reconnaissez cette filiation? Oui, non, il n'y a pas besoin forcément de Benoît XVI. Ah, on a toujours besoin de Benoît XVI, non? Mais je crois que c'est un principe universel, l'ordre juste. Et c'est même un principe socialiste, un principe de gauche. C'est le contraire du désordre. Le libéralisme, c'est le désordre. Le fait de ne pas appliquer les mêmes règles à tous, c'est le désordre. Lorsque les puissants bénéficient d'une amnistie, c'est le désordre. Et lorsque l'on dit aux jeunes dans les quartiers, vous, on ne vous passera rien, c'est le désordre. Lorsqu'il y a la précarité dans le monde du travail, c'est le désordre. Le droit du travail, c'est l'ordre juste, c'est-à-dire des salariés bien payés, bien formés, bien rémunérés, qui peuvent donc être stabilisés dans leur famille, exercer bien leur métier de parents, on vient d'en parler, apprendre à leurs enfants le sens de l'effort scolaire. Ça, c'est l'ordre juste. Ça veut dire les mêmes règles pour tous, et le sentiment aussi que ce qui est mis en place est juste. On a l'impression, et que chacun s'y retrouve. Royal, on a l'impression que vous prenez vos distances d'une certaine façon par rapport au projet du PS tel qu'on peut-être on l'imagine. Mais en tout cas, pour mémoire, la carte scolaire, les 35 heures, l'encadrement militaire des jeunes mineurs délinquants, le temps de présence des enseignants, la vidéo qui s'était baladée comme ça où vous disiez il ferait mieux d'être dans leur bahut qu'en dehors, etc. Et les jurys citoyens, etc. Est-ce que vous êtes une rénovation du parti à vous toute seule, quoi, comme ça, une espèce de vous êtes là et hop, vous donnez un coup de votre ascension. Alors je vais le dire autrement, est-elle une sorte de rupture et scelle-t-elle les adieux à Blum, Jaurès, Mitterrand, Jospin et tous vos illustres ancêtres? Alors hop, vous êtes là et tout bascule, comme si on expiait à gauche quelque chose à travers vous? Mais je crois que rien de ce que vous venez de dire n'est contradictoire avec le projet des socialistes. Donc rien n'est faux dans ce que je viens de dire aussi. Donc rien n'est faux dans ce que vous dites, au sens où c'est vrai que j'ai une liberté de parole. Et que je n'ai pas peur des idées neuves, mais bien des socialistes n'ont pas peur des idées neuves, heureusement. Bien, mais pas tous, oui. Mais peut-être pas tous, non? Et donc c'est peut-être cette liberté de parole aussi que m'ont reconnu les militants socialistes, qui m'ont apporté plus de 60% des voix. Donc ils m'ont reconnu faisant partie des leurs. Partie des leurs, mais en même temps, juste les faisant collectivement bouger sur des choses sur lesquelles on n'avançait pas, on ne parlait pas. Vrai ou faux? Peut-être que je prends un certain nombre de risques. Et que comme j'ai un écho médiatique fort, je vois que d'autres socialistes aussi pensent comme moi. Et moi j'ai la chance de pouvoir donner à ces idées neuves ou à se parler vrai, à cette façon de regarder les choses telles qu'elles sont. Et pas telles qu'elles devraient être, ou pas telles qu'il convient de penser. Il conviendrait de penser qu'elles le sont pour ne pas bousculer les vérités toutes faites ou les formules toutes faites. Et je crois que les militants socialistes se sont reconnus dans cette façon de faire. Et au-delà, ceux qui étaient autour d'eux et qui les ont poussés aussi à voter pour moi, ils se sont dit, avec elle, peut-être que l'on aura une plus forte vérité dans la parole. Non, mais vous êtes la femme de la rupture aussi dans votre camp. C'est là aussi que vous vous rapprochez, Sarkozy et vous, d'une certaine façon. On peut dire que là, vous rompez avec une histoire, avec une tradition, vous la relookez, si j'ose dire, pour employer un mot absurde. Vous êtes d'accord? C'est comme si vous disiez, grâce à vous, le flirt avec le communisme, avec un moment, les prises de position désuètes sur le plan économique et sociétal. Donc, voilà, là, vous faites une rupture. Ce n'est pas la question des formules qui m'intéresse. C'est la vie telle qu'elle est et telle que les gens la vivent. Et lorsque on se rend compte qu'aujourd'hui 2 Français sur 3 gagnent moins qu'un SMIC et demi et qu'aujourd'hui ils sont obligés d'emprunter pour boucler les fins de mois, ce qui n'était pas le cas il y a même 4 ou 5 ans, et qu'aujourd'hui il y a une véritable angoisse des parents par rapport à la réussite scolaire de leurs enfants, qu'il y a une soif immense de réussite scolaire, et que je dis qu'il faudra apporter le soutien scolaire individualisé aux enfants dans l'école de la République, parce que les inégalités se creusent entre les familles qui peuvent aider leurs enfants et les autres. Lorsque je dis qu'il y a 80% de femmes en travail précaire qui sont des femmes isolées et qui n'arrivent plus à élever leurs enfants, et donc il faut trouver des solutions. Lorsque je pense que la valeur travail doit être revalorisée et qu'il faut passer du revenu minimum d'insertion à un revenu d'activité active pour que les gens qui ne travaillaient pas
et qui se mettent à travailler, qui perdent de l'argent, sentent que ce n'est pas juste. Et que ça vaut le coup de Et travailler. donc il faut que ça, que le travail en effet soit rémunérateur. Et donc pas, toutes ces choses qui sont activité. Et donc il faut passer du constat, c'est-à-dire du juste diagnostic des choses, à l'action politique et dire comment pour pouvoir reconquérir la confiance des citoyens. Vous imaginez, Ségolène Royal, vous retrouver au second tour face à Le Pen? Je ne me pose pas cette question pour l'instant. Je ne veux pas anticiper. Oui, mais je n'aime pas la politique fiction. Et 26% des Français se trouvent proches de Le Pen, 30% se reconnaissent, hein, comme ça. Vous savez, c'est des chiffres très hauts. Ce sont les idées qu'il véhicule qu'il faut combattre et se demander pourquoi de nombreux Français se reconnaissent dans ces idées et pourquoi ils ne croient plus au vote républicain. Et moi, je pense que ce n'est pas une fatalité et que nous avons et que j'ai la possibilité de faire en sorte que les gens croient à nouveau en la politique parce qu'on va leur dire ce qui va être fait. Et qu'on va leur dire qu'on a bien... On va essayer de faire ce qu'on dit aussi, parce que... Et que l'on a... Oui, cette formule est déjà presque usée, vous avez raison. Et que l'on a bien identifié les problèmes et que l'on va répondre à ces problèmes. Et en particulier, la question de la réussite à l'école. Car quand on interroge ceux qui vivent justement très durement avec des bas salaires, leur première priorité, c'est l'avenir de leurs enfants et donc c'est la réussite scolaire. Et c'est pourquoi j'ai mis l'éducation au cœur de mon projet et en avant de mon projet et que nous donnerons des gages sur cette question-là, pour que les gens y croient. Croix de feu, croix de bois. Enfin, vous le jurez, d'une certaine façon, parce que les promesses, les gens ont une espèce de réticence par rapport au programme. Oui, bien sûr. Évidemment, vous le savez bien. Alors la grande préoccupation, l'immense préoccupation, c'est l'emploi, toujours l'emploi, et les salaires, et l'emploi selon toutes les enquêtes, l'emploi dans toutes les têtes, peur de ne pas en trouver, peur de le perdre, peur de la précarité. Voilà ce que vous leur avez dit à des Français il y a quelque temps. Regardez. C'est nous qui allons relancer la croissance durable, c'est nous qui allons faire repartir les entreprises, c'est nous qui allons investir dans la qualification, dans les formations professionnelles, dans l'innovation et dans la recherche, c'est-à-dire dans la confiance et dans la construction des emplois de demain, et enfin faire en sorte que dans notre pays, chaque homme et chaque femme puisse accéder à un métier dans lequel il s'épanouit. C'est par le rejet de la précarité que l'on aura des salariés motivés. Et des salariés motivés, c'est le premier ressort de la croissance économique. Il est là le cœur d'une politique économique de gauche. Ségolène Royal, quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu dans le domaine de l'emploi ? Je pense que ce n'est pas une seule mesure. Il faut partir des problèmes tels qu'ils se posent pour voir les solutions que l'on met en face. Le problème premier, c'est l'absence d'innovation et d'investissement dans la recherche au niveau d'un pays comme la France. Et donc la première décision que je prendrai, c'est de lancer un vaste plan d'innovation et d'investissement dans la recherche, en jouant sur tous les claviers, y compris sur le clavier fiscal à l'intérieur des entreprises, sur la mobilisation des régions dans les pôles de compétitivité, sur un plan au niveau européen pour que vraiment nous franchissions une étape décisive sur l'innovation et sur la recherche, c'est-à-dire sur les emplois de demain. Le second facteur de croissance et de développement, c'est la qualification professionnelle des salariés. On le sait aujourd'hui, les pays européens qui sont allés de l'avant sont ceux qui ont investi massivement dans la qualification des salariés. Or, que se passe-t-il aujourd'hui en France ? Nous avons des milliers de jeunes qualifiés qui sont au chômage. Et ça, c'est un scandale que des jeunes qualifiés, y compris issus des grandes écoles et des universités, et qui ont fait cet effort considérable et qui n'ont pas de relation, se retrouvent aujourd'hui au chômage. Eh bien, moi, je dirais... À quoi ça sert d'avoir fait des études ? À quoi ça sert d'avoir fait des études ? C'est un gaspillage de matière grise. Il y a plein de patrons qui cherchent à embaucher aussi. Alors, Laurence Parisot est là. Et que notre compétitivité dépend de l'utilisation de cette force des jeunes qui sont qualifiés. Et moi, je demanderai aux entreprises de faire un effort, à toutes les entreprises.
pour qu'elle tende la main à ces jeunes et qu'il n'y ait plus un seul jeune qualifié qui soit sur le carreau dans notre pays. Alors, Le troisième problème, et j'en aurais, oui. Alors si vous voulez... On a trop dit Au contraire, je pense qu'il y a une logique, je pense qu'il vaut mieux laisser finir Madame Royal. Alors, troisième, mais vite, parce que j'aimerais qu'on... Si vite, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien qu'on avance. La troisième piste, ou plutôt exigence, c'est la revalorisation de la valeur travail. Car la précarité tue la valeur travail. Et donc, il faut sécuriser les salariés et faire en sorte que ce soit le contrat de travail à durée indéterminée qui devienne la règle. Car ce sont des salariés bien sécurisés dans leur travail, correctement rémunérés, ayant accès à des actions de qualification qui sont aussi les plus attachés à l'entreprise et les plus productifs et les plus agiles. Et dans cette filière de la revalorisation de la valeur travail, nous avons aussi à encourager le passage du RMI à l'activité. Et je prends l'engagement de créer ce revenu de solidarité active qui va permettre à tous ceux qui aujourd'hui travaillent alors qu'ils sont sortis du RMI, finalement ils sont découragés et ils retournent au RMI. Pourquoi ils retournent au RMI? Parce qu'en travaillant, ils perdent de l'argent. Ils perdent la couverture maladie universelle, ce qui est totalement aberrant. Ils payent l'assurance complémentaire de la couverture maladie universelle. Ils se remettent à devoir payer la redevance télévisée. Et enfin, ils perdent tous les tarifs préférentiels. Donc aujourd'hui, en France aujourd'hui, quand on passe du RMI et on entend tous ces discours des conservateurs qui nous disent les gens sont paresseux, ils restent au RMI. Non, les gens ne sont pas paresseux, ils restent au RMI. Ils ont des enfants à élever et quand ils se mettent à travailler, ils perdent du salaire. Okay. Et donc, nous devrons créer, je créerai ce revenu de solidarité active pour que les gens ne perdent plus d'argent en travaillant. Laurence Parisot, vous êtes évidemment la présidente du MEDEF. Comment vous réagissez aux premiers propos de Ségolène Royal? Ensuite, je vous présenterai les autres invités. Si vous permettez, Monsieur Moati, je vous ai demandé de laisser Madame Royal terminer son raisonnement parce que je crois profondément qu'on ne peut pas penser qu'on va résoudre le problème du chômage dans notre pays par une action ici ou une mesure là. Et c'est effectivement une logique différente qu'il faut installer. Je voudrais simplement dire que les chefs d'entreprise en France, ils ne vivent pas en marge de la société, ils sont au cœur de la société. Et les difficultés dont nous parlons depuis le début de cette émission, ils les voient et ils pensent qu'une des premières choses qu'il faudrait faire pour faire en sorte qu'enfin nous soyons capables d'aller vers le plein emploi, c'est leur donner à eux, les chefs d'entreprise, aux entreprises en général, les marges de manœuvre qu'elles n'ont plus et qu'elles ont beaucoup moins que n'importe quelle autre entreprise des pays occidentaux. Alors, une chose très simple, sachez qu'il n'y a pas d'entreprise au monde qui soit plus taxée que les entreprises françaises. Le fardeau fiscal et social des entreprises françaises représente 280 milliards d'euros. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires sur les seules entreprises, c'est 280 milliards d'euros. On ne peut pas bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, et ça, c'est un frein à l'emploi. Majeur. À tout. À l'emploi, à l'innovation et à la recherche, comme le disait Madame Royal. C'est un frein à la prise de risque, c'est un frein à l'exportation. Pourquoi le commerce extérieur de la France est en si grande difficulté depuis quelques années? Parce que nous perdons de la compétitivité à cause de ce fardeau fiscal. Je voudrais préciser une chose. Les 280 milliards d'euros, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça veut dire. Alors je vais vous donner... Non, moi pas en tout cas. Oui. C'est pour ça 2 chiffres pour comparer, pour évaluer le sens. L'Allemagne, les prélèvements obligatoires sur les entreprises allemandes, c'est 220 milliards, alors que l'Allemagne, c'est 1,5 fois la France. En Angleterre, les prélèvements obligatoires sur les entreprises en Angleterre, c'est 150 milliards. Alors que l'Angleterre est de la même taille que la France. Donc alors, qu'est-ce qu'on Eh bien, ça veut dire qu'une des premières choses... Sinon c'est parole que... Attendez, une des premières choses, si on veut vraiment se donner comme objectif prioritaire, et nous le souhaitons, comme objectif prioritaire de faire baisser le chômage, il faut d'abord faire baisser les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises. Et après, on peut parler du marché du travail également. Je pense quand même qu'il y a une faille, si vous le permettez, dans ce raisonnement pour que nous essayons de progresser, de voir quel est l'intérêt des entreprises, l'intérêt de l'emploi et l'intérêt de la France. C'est que chaque fois qu'il y a eu des exonérations de cotisations sociales sans contrepartie, les entreprises n'ont pas créé d'emplois.
Et donc nous pouvons en effet réexaminer les exonérations de charges sociales à condition qu'en contrepartie il y ait des créations d'emplois ou alors qu'en contrepartie, ce soit réservé aux entreprises qui soient dans la compétition internationale. À la tête de la région Poitou-Charentes, moi, j'ai conditionné toutes les aides aux entreprises à l'interdiction de délocaliser, à l'interdiction de licencier si les entreprises font des bénéfices. Et aujourd'hui, plus aucune d'entre elles ne le conteste. Mais si vous le permettez, je pense, il y a quand même un truc que ça. La semaine dernière, j'étais avec une chef d'entreprise, une femme de la région Bretagne, qui a pu bénéficier d'aides de la région à condition, comme vous le suggérez, d'embaucher. C'était déjà il y a un an. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne trouve pas à embaucher. Mais parce elle ne trouve pas, mais parce qu'il faut qualifier les personnes. Mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire d'un côté c'est sous condition, mais ne pas créer de l'autre côté les conditions qui puissent être, il faut qu'elles puissent être remplies. Enfin, on va ouvrir un peu le débat, si vous voulez bien, et le dialogue. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de l'Essonne, enfin... bon, allons-y. Moi, j'adore le discours sur la revalorisation de la valeur travail. C'est d'ailleurs au fondement du projet de l'UMP et au cœur du discours de Nicolas Sarkozy depuis déjà 2 ans. Le problème, c'est que j'adhère, tant qu'on est dans le flou du discours général, quand on vient sur les propositions, ça va plus. Pourquoi? Une part des propositions que vous faites, qui est de faire en sorte que quand on travaille, on gagne vraiment plus que les revenus de l'assistance, qu'on ne perde pas en allant travailler, ça a déjà été fait, ou c'est dans l'action du gouvernement, notamment la revalorisation de la prime pour l'emploi. Ça passe aussi par des mesures très concrètes, comme l'ouverture d'un maximum de places en crèche. Et alors là, je n'adhère pas du tout à ce que vous disiez tout à l'heure dans l'entretien préliminaire. En 2000, je crois qu'il y a 200 places de crèche qui ont été créées. Dans les années qui sont passées, c'était entre 8 000 et 9 000 par an. C'est ce gouvernement qui crée des places en crèche, pas le gouvernement précédent. Mais surtout, pour revenir à la revalorisation de la valeur travail, vous avez fait le contraire avec les 35 heures. Vous avez fait le contraire. Les 35 heures, ça a eu un effet de tassement terrible des salaires sur le bas. Il faut être honnête, ça a été collectivement, ça a été une catastrophe pour la compétitivité de la France, c'est à l'origine de délocalisation. Individuellement, ça a été favorable pour certaines personnes, de préférence des personnes qui avaient les moyens d'utiliser leur temps libre, et surtout pas pour ceux qui, en fait, auraient préféré travailler plus pour gagner plus, pour pouvoir faire des choses plus intéressantes de leur temps libre. Donc, alors, à la fois les 35 heures, c'est Ségolène Royal. Jean-Louis Bourlanges, est-ce que vous voulez participer à ce moment-là du récit? Je suis très intéressé aussi. Je crois que ce que dit Madame Royal sur l'innovation, la qualification, la lutte contre la précarité, qui n'y souscrit? Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la façon dont... C'est d'abord ce que vous ne dites pas. Et je crois que Mme Parisot a raison de souligner ce qui pèse sur l'appareil de production en France et d'une façon générale sur les problèmes du prélèvement obligatoire en France qui implique une maîtrise des dépenses publiques qui est la clé. Tous les pays qui ont réussi sur le plan économique, y compris des pays sociodémocrates, comme la Suède par exemple, mais pas seulement la Suède, sont des pays qui gèrent d'une façon stricte leurs dépenses publiques. Là, je dois dire que ce qui a été fait par le gouvernement actuel ne me satisfait pas, mais ce qui a été fait depuis une vingtaine d'années ou 25 ans par les socialistes a véritablement été calamiteux. Alors vous sortez une chose, parce que la qualification, c'est une chose concrète, c'est le revenu de solidarité active. Alors, je crois que Mme Kosciusko-Morizet a tout à fait raison de dire que ça existe. C'est la prime pour l'emploi. Là, peut-être que vous voulez la faire autrement, vous voulez mettre plus d'argent, mais c'est exactement ça. La prime pour l'emploi, ça consiste à donner à des gens qui passent du statut de chômeur au statut de salarié de l'argent supplémentaire. C'est, quand je vous ai écouté, je me suis dit que c'était très exactement la définition de votre revenu. Et je voudrais vous poser une autre question sur les 35 heures. Royal puisse répondre aussi. Oui, sur les 35 heures, ça a été posé. C'est le problème que j'ai avec vous. J'ai une énorme admiration pour ce que vous avez fait politiquement. Vous avez conquis le Parti socialiste, vous les avez tous roulés dans la farine, formidable. Mais quand vous parlez, je ne sais jamais où vous allez vraiment. Sur les 35 heures, je vous ai entendu faire une critique impeccable des 35 heures, des effets sociaux négatifs des 35 heures, des effets économiques de stagnation par le biais du pouvoir d'achat. Et après, j'ai cru comprendre, mais peut-être
n'ai-je pas vraiment compris que la solution que vous proposiez, c'était l'extension, l'extension générale des 35 heures. Donc, alors, vous avez vu une sorte de paradoxe. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand vous dites une chose, je ne sais jamais où vous allez. Je crois à votre compétence, je crois à votre habileté, mais je crois que dans votre discours, il y a une certaine opacité qui m'inquiète. Alors, Ségolène Royal. Ségolène Royal, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit est très simple, c'est que la seconde loi sur les 35 heures aurait dû, et chacun en convient aujourd'hui, être négociée avec les organisations syndicales. Et je voudrais m'arrêter sur cet aspect des choses parce que je crois que ça rejoint le sujet que nous évoquons, c'est-à-dire comment renforcer la compétitivité des entreprises, conquérir des marchés et créer des emplois. Et puisque vous venez d'évoquer le modèle suédois, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, revalorisation de la valeur travail, effort considérable sur la qualification des salariés, investissement massif dans l'innovation et dans la recherche, qui seront les 3 priorités que je mettrai en place, plus le revenu de solidarité active qui ne se réduit pas à la prime pour l'emploi. Écoutons les intéressés, ils sont quand même les meilleurs experts de ce qu'ils vivent et en tout cas pour eux, le compte n'y est pas. Mais revenons au dialogue social. Parce que vous avez évoqué le modèle suédois et l'on sait aujourd'hui qu'une des ressources de création de valeur ajoutée se trouve dans la qualité du dialogue social. C'est pourquoi j'ai souvent appelé de mes voeux l'émergence d'un syndicalisme de masse, que les organisations... Même obligatoire, à un moment, vous avez dit ça. Obligatoire ou automatique, que les organisations syndicales françaises ont fait des propositions très importantes, qu'il y a eu un rapport du Conseil économique et social qui allait dans le bon sens, les leaders syndicaux ont fait beaucoup d'efforts. Alors les 35 ans, vous dites simplement, c'est parce que c'est mal pris, quoi, c'est ça ? On aurait dû les négocier, on aurait dû les discuter, et il faut il faut en tirer la leçon pour ce qui va venir là. C'est-à-dire sur la négociation des salaires, des conditions de travail dans l'entreprise, des conditions de la qualification, de la répartition des cotisations sur le travail, en effet, qui peut être modulé en fonction des efforts des entreprises. Et donc, je voudrais me tourner vers Madame Parisot pour lui demander pourquoi elle a refusé de voter cet avis du Conseil économique et social. Je pense que c'est une occasion extraordinaire qui a été manquée. Non, car quand on parle je ne sais pas ce que c'est que l'avis du Conseil économique et social. C'est un truc de technicien. Non, c'est un truc, c'est pas un truc, ou alors si vous parlez de truc, c'est quelque chose d'essentiel pour moderniser le pays et pour faire marcher les entreprises. Alors, lorsque je suis, juste une seconde, puisque vous avez parlé du modèle suédois, quand je suis allée à Ericsson, où dans cette entreprise qui a dû assumer une mutation économique considérable, qui a dû supprimer plusieurs dizaines de milliers d'emplois et qui n'a pas eu un seul jour de grève. C'est-à-dire qu'il y a une qualité du dialogue social telle que les organisations syndicales ont accès au compte de l'entreprise, sont associées par le patron à la difficulté de la mutation, sont accompagnées par une sécurité sociale professionnelle, retrouvent des qualifications avant que l'entreprise ne soit obligée de muter, c'est-à-dire donne à l'entreprise cette agilité parce qu'il y a une convergence de l'intérêt des salariés, de l'intérêt de l'entreprise, de l'intérêt du pays. Et moi, je pense. Non, mais je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. C'est les 35 heures qui posent question. Non, franchement. Allons-y, comment on va se débrouiller avec les 35 heures? Juste un mot. C'est lié. Parce qu'il y a une forme d'archaïsme du dialogue social qui fait en sorte que la France ne peut pas se développer comme elle pourrait l'être. Et si nous réussissons tous ensemble à moderniser le dialogue social, à se respecter dans l'entreprise, à donner aux organisations syndicales la représentativité qu'elles demandent, à reconnaître les accords d'entreprise pour ce qu'ils sont, alors les entreprises pourront aller de l'avant. Chiche sur le modèle social suédois, mais totalement chiche. Sur l'avis du Conseil économique et social, il est complexe et c'est sur un des aspects de l'avis que nous n'avons pas voté favorablement, comme 3 organisations syndicales d'ailleurs. 3 des grandes organisations syndicales françaises. Ça plus les Français d'avoir une réponse sur les 35 Oui, moi je pense vraiment là aussi, parce que l'avis du Conseil économique et social, vous n'avez pas voté, ce qui est désolant. Mais allons, parce que les Français n'ont toujours pas leur réponse sur les 35 heures. Mais justement, il faudrait une réponse. Qu'il y ait plus de place à la relation contractuelle
à plus d'autonomie pour les partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations patronales et organisations syndicales. Vous allez dire que vous êtes d'accord. On est plus que d'accord, nous le demandons, y compris, nous allons vous y compris, Madame Royal, économique et social. sur la durée du travail. Les syndicats vont reprendre contact avec vous. Mais faites un effort, il faut que le patronat fasse un effort. Attendez, vous pouvez pas faire des remarques comme ça, parce que ça, c'est pas correct par rapport à la réalité des relations que nous avons, que j'ai, avec les organisations syndicales. Et nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une autonomie des partenaires sociaux beaucoup plus grande qu'il n'y a eu ces 20 dernières années. Pourquoi le dialogue social est parfois empêché ? Parce que c'est l'État qui vient en permanence s'en mêler et qui pervertit les règles du jeu. Mais alors allons jusqu'au bout du modèle social à la suédoise. Je voudrais vous... Si, il faut que vous sachiez, Monsieur Moatti, qu'en Suède, il n'y a pas de durée légale du travail. La durée du travail est déterminée par accord entre organisations patronales et organisations syndicales. Nous disons oui. Mais ça vous intéresse d'avoir une réponse sur les 35 heures, Madame Parizeau? Je dis oui aussi à un syndicalisme fort, à un syndicalisme de masse, pour reprendre votre expression. Nous ne demandons que ça. D'accord. Sur les 35 heures, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Non, on ne parle pas du modèle suédois, ni de... Alors, on jure. Alors donc, sur les 35 heures, donc comment vous êtes, si vous êtes président de la République, comment il n'y a pas de problème? Il y a une autorisation d'heures supplémentaires aujourd'hui. Vous avez proposé de l'étendre aux petites entreprises. Ma question était, est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne où la réflexion venant en faisant la campagne, vous vous dites que peut-être c'était pas la meilleure idée que vous avez eue? Mais les 35 heures constituent un formidable progrès social. Personne ne peut ici le contester. En libérant du temps, ce qui permet d'ailleurs de créer des activités et des emplois dans d'autres activités qui sont occupées dans ce temps libéré. Il faudra un jour faire le bilan réel des 35 heures par rapport à ce que ça a aussi induit, par exemple, dans le domaine des loisirs. Les 35 heures constituent un progrès considérable. La difficulté, c'est que dans certaines entreprises, les 35 heures ont été très difficilement appliquées, soit parce qu'elles l'ont mal été, mais là on parle beaucoup du passé, j'aimerais bien parler du futur, soit parce qu'elles l'ont mal été, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation des conditions de travail des salariés au moment du passage aux 35 heures avec une flexibilité du travail, et donc elles ont été extrêmement mal vécues, soit parce que les entreprises n'avaient pas vraiment les moyens de passer aux 35 heures, soit parce que dans les services publics et notamment dans l'hôpital, il n'y a pas eu suffisamment de postes créés pour compenser la diminution du temps de travail. Moi, je l'ai vu très directement dans les établissements hospitaliers, dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, où il y avait des gros problèmes de tension. Mais ça n'est pas... Vous savez, la politique, c'est pouvoir faire le bilan à la fois en plus et en moins de ses actions pour pouvoir améliorer les choses. Donc ça ne me gêne absolument pas de dire cela. Nicolas Donnac, qui est directeur adjoint de la rédaction du futur, deux questions, puisque tous les candidats sont sur le thème de la rupture, du changement. Vous dites de la différence, qui était visible, mais qui demande à être encore plus visible continuellement. Alors 2 points. Les différences, l'écart salarial femmes-hommes, que vous n'avez pas mentionné, alors que j'imagine que ça doit vous tenir à cœur. 20%, 25%, 27% selon les estimations. La gauche s'est plantée pour la réduction. La droite, idem. Alors vous donnez un calendrier pour réduire cette différence. Est-ce qu'en 5 ans, ça vous suffira ou vous voulez un second quinquennat? C'est la première question. La seconde, vous aviez dit en 95 qu'un écart salarial de 1 à 10 vous semblait ce qui devait être bon pour une société, et qu'au-delà, à l'époque de 7 000 €, j'imagine que c'est un peu plus, un salaire patronal vous semblait une incitation à la violence. Alors aujourd'hui, est-ce que vous diriez que cet écart salarial, on doit y tendre, et qu'il y a certains salaires qui vous semblent effectivement des incitations à la violence? Oui. Quand on vient d'apprendre que l'échelle de rémunération pour les grands dirigeants des entreprises va de 1 à 400, oui, c'est une incitation à la violence. Quant aux inégalités salariales entre hommes et femmes, c'est tout simplement la loi qui n'est pas appliquée. Les entreprises doivent normalement faire des plans d'égalité hommes-femmes. On ne peut pas leur demander du jour au lendemain. Je suis consciente des contraintes qui pèsent sur les entreprises, mais en même temps, lorsque au niveau des recrutements des jeunes diplômés, un garçon et une fille sortent de la même école, avec le même diplôme,
et qu'au moment du recrutement, il y a encore un écart salarial de 20 à 30%, c'est encore le cas, c'est-à-dire une infraction insupportable à la loi, et que la jeune fille ne peut rien dire, sinon elle n'est pas recrutée, et qu'on suppose que cette différence salariale est due au fait qu'un jour elle va s'arrêter pour des congés de maternité. Ben maintenant les hommes aussi vont s'arrêter parce qu'il y a le congé de paternité. Et donc je pense que cette pesanteur-là est insupportable. Mais et vous qu'il dites que son quinquennat, on peut réduire à combien cet écart? Ah oui, en combien de temps? Je n'ai pas je ne peux pas faire de calcul arithmétique. Moi, je veux avoir une parole politique crédible. Ce que je dis, c'est que si je suis élu, cette question-là sera posée à toutes les entreprises, au même titre que l'intégration des normes sociales et des normes environnementales et de la qualité du dialogue social. Et je voudrais juste dire un mot, bon, pas qu'il y ait de malentendu par rapport à ce que disait Mme Parizeau tout à l'heure. Nous avons en France un code du travail. Alors ne nous faites pas l'illusion de la volonté d'adhésion au modèle social suédois, c'est-à-dire à revenir en arrière sur la durée légale du travail. Je vous le dis très sincèrement, Madame Parizeau, je pense que la France pourrait tellement aller mieux si on avait un dialogue social de qualité qui sorte du Moyen-Âge. Nous sommes le seul pays d'Europe où le dialogue entre les dirigeants d'entreprise et les organisations syndicales est aussi rétrograde. Et je le vois en tant que présidente de région chargée du développement économique et des aides économiques aux entreprises, que les jeunes patrons, qui ne sont pas d'ailleurs souvent au MEDEF, et qui vont de l'avant, je termine juste ma phrase, et qui vont de l'avant, sont ceux qui croient au respect des salariés et qui innovent dans le dialogue social qui crée de la valeur ajoutée. Attendez, le dialogue social, le archaïsme, non, vous dites non. Écoutez, il y a beaucoup de contre-vérités dans ce qui vient d'être dit à l'instant et puis juste avant. D'abord, vous avez dit, Madame Royal, qu'il fallait que le CDI redevienne la norme. Je voudrais vous dire que c'est la norme. 90% des salariés français ont un contrat à durée indéterminée. Vous avez, au moment de l'embauche. Vous avez 70% sont embauchés avec des contrats précaires. Et écoutez, vous savez, ce que vous appelez un contrat précaire, c'est-à-dire un CDD ou de l'intérim, c'est la meilleure façon de mettre le pied à l'étrier. Il ne faut pas se tromper de raisonnement. Parfois, il vaut bien mieux, quand vous êtes un jeune diplômé, commencer dans un CDD dans une entreprise qui est dans un secteur d'activité porteur que d'être figé dans un contrat à durée indéterminée dans un secteur en difficulté. C'est parfois vrai, je vous le conseille. Alors, je voudrais vous dire aussi que vous avez une vision tout à fait erronée, et du MEDEF certainement, parce que je pense que je n'aurais pas été élue s'il n'y avait pas eu beaucoup de jeunes entrepreneurs adhérents au MEDEF et des relations sociales dans les entreprises. Et juste pour terminer, sur la durée du travail, comment peut-on penser que nous allons, nous, Français, être le seul pays au monde, alors que nous sommes dans une compétition mondiale, à produire mieux et plus que les autres, alors que nous avons la durée du travail qui est parmi la plus faible. Mais c'est pas simplement une aberration économique, c'est une arrogance. Oui. Comment ça peut marcher ? Comment ça peut marcher? Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je voudrais revenir sur l'égalité salariale. Comment ça peut marcher, la durée et la compétition? Alors, vous n'avez pas envie de poursuivre? Je veux bien répondre. Comment ça peut marcher? Je vais prolonger la question. Comment peut-on dire que nous sommes à la fois dans le pays où la durée du travail est la plus brève et en même temps avoir le pays où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé et le taux de chômage des plus de 50 ans est le plus élevé. Et donc, si vous augmentez encore la durée du travail, comment est-ce que vous allez encore réduire le chômage? L'expérience a montré que le travail ne se partageait pas. De croire que le travail se divise. Voilà. Le travail se multiplie. C'est parce que moi, je suis chef d'entreprise et qu'au lieu de travailler 7 heures, si je travaille 7 heures, je vais faire travailler une assistante. Si je passe à un rythme de 10 heures, je vais faire travailler deux assistantes. C'est comme ça que ça marche. Plus chacun travaille, plus il crée des emplois pour les autres. Oui, je suis d'accord que l'emploi crée de l'emploi. Mais alors, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de jeunes diplômés au chômage? Autant d'entreprises 71% des jeunes diplômés, chiffre de l'APEC, trouvent un contrat à durée indéterminée dans les 12 mois qui suivent la sortie du système scolaire.
Madame Christine, vous êtes brûle d'une question. Le père dans combien de temps? Allez-y. Les 35 heures ont tué l'emploi. Les 35 heures ont provoqué des délocalisations et les 35 heures ont plombé le pouvoir d'achat. C'est pas en divisant le travail qu'on crée de la richesse et de l'activité. Et la richesse, il faut la créer pour pouvoir la partager. On ne partage pas avant de créer la richesse. Mais je voulais redire un mot sur l'affaire de l'égalité salariale. C'est très important. Mais j'avais douté que c'était important. Oui. Moi, j'entends très bien le discours sur le droit des femmes. Et vous promettez de grandes réformes. Mais quand vous avez eu la possibilité d'agir, y compris récemment, vous n'avez pas été au rendez-vous. On a eu le débat sur les violences conjugales qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Vous n'étiez pas présente, vous n'êtes pas intervenue. Pourtant, il y avait des mesures aussi importantes que l'éloignement du conjoint violent ou la lutte contre les mariages forcés. On a eu une loi sur l'égalité salariale. Ça allait peut-être pas assez loin, on peut toujours faire mieux, mais il y avait des mesures dedans et vous n'étiez pas au rendez-vous. Alors, est-ce que tout ça, c'est pas des gesticulations? Déposer des amendements, mais vous n'y étiez pas. C'est tout vous à fait n'êtes pas intervenu. Vous dites maintenant que ça allait pas assez loin, qu'il fallait faire mieux. Vous m'excuserez. Pour siéger à l'Assemblée, c'est quand même important. Élever un petit peu l'argument. Vous méritez mieux que cela. Oui, en ce moment, j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais rassurez-vous, je pense qu'il y a plus le groupe socialiste sous la présidence de Jean-Marc Ayrault est bien présent et fait ses propositions. Rassurez-vous. Monsieur Boulanger. Oui, moi, je crois que vraiment, vous êtes traditionnaliste, on l'a dit tout à l'heure, mais alors là, vous êtes vraiment, au plan économique, vous êtes une disciple de Colbert. Car vous croyez que le travail, c'est une sorte de donnée qui ne se modifie pas et qu'on partage. Je crois que vous faites, et ensuite, il faut intervenir réglementairement. Alors, vous l'avez dit, je donne des subventions aux entreprises qui ne délocalisent pas, je donne des subventions à des entreprises qui embauchent, comme si vous étiez en mesure, comme si les dirigeants publics étaient en mesure de faire des choix de cet ordre. Je vous dirais, le problème, il est relativement simple. Un employeur, je ne suis pas employeur, mais c'est un raisonnement simple, un employeur embauche quelqu'un quand la personne qui l'embauche lui rapporte plus que ce qu'elle lui coûte. Donc, le problème du coût du travail, le problème des charges est absolument central. Donc, si vous voulez aborder cette question-là, vous devez diminuer les frais généraux de l'entreprise France. Parce que moins vous travaillez, moins vous avez de personnes au-dessus de 50 ans qui travaillent, plus vous avez de gens qui se limitent à 35 ans, plus vous avez de chômeurs jeunes. C'est la même chose. Moins le plein emploi est assuré en France, plus vous avez des coûts élevés et plus vous avez du chômage. Donc, ayez une vision moins colbertiste, plus dynamique, et puis, passez à Keynes. Non, mais l'argument sur les cotisations qui pèsent trop lourdement sur le travail est juste, je le rejoins. Et en même temps, je crois que les exonérations massives qui ont été faites sans contrepartie en termes soit de recrutement, soit d'augmentation des salaires c'est une mauvaise décision. Parce qu'à partir du moment où l'on injecte de l'argent public dans une entreprise, il faut des contreparties qui vont dans le sens de l'emploi. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que votre raisonnement, si je puis me permettre, est juste sur certains aspects, mais un peu statique. Car ce qui rapporte vous faites le reproche inverse. Non, j'essaye de progresser. Ce qui rapporte à l'entreprise, c'est un travail qualifié et qui lui donne de la productivité, un travail innovant, de l'investissement dans la recherche, la découverte de nouveaux marchés et de nouveaux produits, et donc de l'anticipation. Et c'est là où l'État peut jouer un rôle, en donnant une impulsion peut-être fiscale sur les innovations dans le domaine de la recherche, en assumant ses responsabilités sur la qualification des personnels. C'est ce que l'on fait également, en poussant les entreprises en avant pour qu'elles aient de l'agilité sur la conquête des marchés extérieurs, en donnant une belle image de la France conquérante, au clair avec elle-même, assurée. Et en réformant le marché du travail. Et les réductions drastiques que vous avez votées dans le domaine de la recherche sont catastrophiques sur la destruction des emplois du futur. Aucun pays européen n'a autant réduit son effort dans la recherche que la France. Et je pense qu'une des principales filières de la relance économique sera la mise en place de plans d'investissement dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de la qualification au niveau européen. On passe, si vous voulez bien, à la justice. Justice, sécurité, etc. Philippe Bilger est là, avocat général de la Cour d'appel. Pardon ? À la Cour d'appel. Ah oui, à la Cour d'appel, évidemment. Alors, vous avez souvent déclaré que c'était pas aux mineurs de faire la loi. Ségolène Royal. Certes, dans une société de plus en plus violente, beaucoup de Français et des hommes politiques de droite disent qu'il convient de juger les jeunes, au fond, des jeunes délinquants, comme s'ils étaient des adultes, et donc de supprimer l'excuse de minorité. Alors j'aimerais bien que s'engage un dialogue là, parce que qu'est-ce que vous en pensez, cette suppression de l'excuse de minorité? Je pense que la justice est fatiguée de l'accumulation des lois
Il y a eu quoi? 15 lois, 18 lois en comptant les lois sur l'immigration? 10. 10. Plus 2. Ça 10 fait plus 12. tous les décrets Voilà, d'application. absolument. Et continuer à faire croire que l'on va résoudre les problèmes de sécurité en votant une loi nouvelle, non. Si je suis élu, ça ne sera pas d'abord une loi nouvelle que je mettrai sur la table, ça sera d'abord des moyens matériels pour la justice, pour que la justice fonctionne dans des locaux corrects, avec de l'informatique, des greffiers, des secrétaires, des magistrats, des auxiliaires de justice, des expertises dignes de ce nom. Quand on voit les durées des expertises, le niveau de rémunération lamentable des experts, comment vous étonnez dès lors qu'il y ait des procédures qui soient encalaminées? Le problème de l'aide juridictionnelle, 1000 fois promise, est-ce qu'on doit juger les enfants comme des adultes? C'est ça ma question là. Est-ce qu'on doit juger les enfants comme des adultes? Non, parce que M. Bilger, l'avocat général, dit... On ne doit pas juger des enfants comme des adultes. Attendez. On doit réparer les dégâts commis sur les victimes, que ce soit un enfant ou un adulte qui le commet, de la même façon, parce que les atrocités que commettent un enfant ou un adulte sont vécues encore plus atrocement quand il s'agit d'ailleurs d'un mineur, mais par définition, un mineur ne peut pas être jugé comme un... En revanche, la misère de la justice des mineurs est un scandale. Ce qui compte, c'est la rapidité de jugement. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'un mineur est jugé plus lentement qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'on prend un certain nombre de précautions, il y a l'enquête sociale, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a une enquête sociale qu'il faut que la justice soit aussi lente. Donc si j'avais une réforme à faire, ce serait que la justice soit plus rapide, que la sanction intervienne vite et qu'elle intervienne chaque fois qu'il y a une transgression. Car ce qui ne va pas non plus dans la justice actuelle, c'est qu'au premier petit acte de délinquance, c'est inconnu des services de police et donc il n'y a pas de sanction. Et tout le monde le dit, il faut la sanction au premier petit acte de délinquance. Monsieur Bilger, vous dites que la justice ne doit pas être enquistée. Vous le savez, Madame Royal, dans la loi sur la prévention de la délinquance, il y avait cette réforme intéressante de juger immédiatement les mineurs. Et ça a été très fortement contesté, notamment par la gauche, qui considère qu'on ne peut pas appliquer une procédure immédiate aux mineurs. Mais pour compléter la question de Serge Moati, ne pensez-vous pas qu'un certain nombre de mineurs violents récidivistes entre 16 et 16 ans ne devraient pas bénéficier quasiment systématiquement de l'excuse de minorité et qu'au fond, on ne saurait raisonner dans le cadre de l'ordonnance de 45 exclusivement compassionnelle et éducative alors que le monde et le monde des mineurs en particulier a beaucoup changé. Vous trouvez tout ça les mineurs de maintenant ne sont pas les mêmes que les mineurs de 45, c'est ça? Et vous dites qu'il faut réintégrer la justice des mineurs dans un circuit répressif. C'est le mot que vous employez. Non, mais c'est une question très importante, parce que c'est vrai que le mineur, on le voit dans les collèges d'ailleurs, un jeune de 16 ans n'a plus la même corpulence qu'il y a 10 ou 15 ans. Même en classe de 6e, il y a des élèves qui dépassent en taille les enseignants. Donc j'en sais quelque chose parce que ça pose beaucoup de problèmes de discipline dans les collèges. Sur le premier point que vous avez évoqué, c'est la comparution immédiate que la gauche a contestée, à juste titre. Parce que on peut juger vite, mais on peut ne pas faire l'économie de l'enquête sociale. Car quand un mineur devient délinquant, c'est qu'il y a une faillite grave de la famille, de l'école, du quartier. Donc il est normal qu'il y ait une enquête sociale. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'enquête sociale prenne si longtemps, parce que les enquêteurs sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc il faut redonner des moyens matériels à la justice pour ne pas en rabattre sur les principes. Je crois qu'une société qui en rabat sur les principes est une société qui se trompe de voie de réforme. Donc je ne suis pas pour la comparution immédiate des mineurs, mais je suis pour renforcer l'efficacité et la rapidité de l'enquête sociale. Mais vous êtes aussi favorable aux peines planchées, vous, je peux vous poser une question sur le second point. Quelle différence verriez-vous? Car au bout du compte, quand on regarde les condamnations, elles sont très très lourdes sur les mineurs. Donc où serait vraiment, est-ce que c'est pas idéologique de dire cela, excusez-moi, Non, mais parce que quelle serait véritablement la différence à laquelle conduirait la suppression de l'excuse des minorités? Quand je regarde les incarcérations et les condamnations des mineurs, je ne vois pas vraiment de différence avec des condamnations sur certains jeunes de 18 ans. En revanche, il y a le volet éducatif
qui me paraîtrait assez dangereux de supprimer. Je ne suis pas trop de votre avis, madame, sur ce plan, parce que, évidemment, j'élimine la cour d'assises des mineurs, je raisonne dans le cadre du tribunal pour enfants. Il me semble que la justice des mineurs, dans son esprit, est si naturellement éducative qu'on ne peut pas dire qu'elle est très sévère à l'égard des mineurs, sauf des quelques-uns qui ont dépassé les limites. Mais il me semble que la suppression de l'excuse de minorité pour un certain nombre de mineurs récidivistes aurait l'intérêt de sortir la justice des mineurs de cette compassion qui est parfois aggravée même par une idéologie qui me semble très partisane. Laquelle Si, vous avez raison, c'est-à-dire le juge des mineurs. Lorsqu'on parle par exemple du problème qui s'était posé à propos de Bobigny et de la justice des mineurs, évidemment, il faut des moyens, je vous rejoins absolument, mais il me semble qu'il y a toujours eu, dans la justice des mineurs, une philosophie très particulière qui la sortait du champ répressif dans laquelle elle doit naturellement s'inscrire aussi avec parfois un sectarisme idéologique qui n'est peut-être pas que l'apanage de la gauche, entendons-nous bien. Et les peines planchées aussi. Les peines planchées, pardon de rajouter une question. Alors, vous rappelez ce que c'est comme ça, la peine planchée. Vous savez que Monsieur Sarkozy désire instaurer des peines planchées et elles font l'objet et de la part des magistrats et d'une partie de c'est quoi une peine planchée? C'est une peine en deçà de laquelle le juge ne pourrait pas aller sauf décision spécialement motivée. Et donc ces peines planchées... C'est contraire à l'individualisation des peines, non? Oui, mais la question est la suivante. Il ne s'agit pas de toucher à la liberté du juge, mais j'entends souvent des citoyens me dire, mais non, ce serait plus compliqué. Des citoyens dire cette justice qui, en quelque sorte, est erratique parce qu'elle rend des décisions extrêmement différentes à Paris, à Châteauroux, à Blois ou à Nevers, elle est aberrante. Est-ce que vous ne croyez pas que les peines planchées aurait l'avantage, sans entraver la liberté du juge, de rendre la justice moins absurde, moins erratique aux yeux du citoyen? Et je vais rajouter votre... Monsieur Bourlanges, je voudrais exprimer quelque chose mon sentiment de malaise devant le débat sur la sécurité tel qu'il a été mené sur ce sujet-là. Je pense que nous avons mais nous avons eu une excellente intervention il y a quelques mois de Madame Royal sur l'idée qu'il fallait mettre tous les moyens sur la prévention, sur l'éducation et sur les efforts de socialisation des enfants. Je crois que vous avez eu raison de le dire et je crois que tout le monde vous a, pas tout le monde, pas M. Mélenchon, mais à part ça, beaucoup de gens vous ont approuvé. Donc satisfaction venant de l'UDF que vous représentez sur ce plateau. Le débat, de l'autre côté, on dit il faut punir. Il faut punir et notamment on a des grandes baraques de 16 ans qui raquettent les enfants, et qui vivent dans un climat de totale impunité. Je n'arrive pas à percevoir l'opposition entre ces deux démarches. Je ne vois pas comment on peut mener une politique efficace en matière, c'est centriste, je reconnais, en matière de lutte contre la délinquance, si on ne tient pas les deux bouts de la chaîne, et si on ne fait pas, ce que vous avez fait, et deux, je ne dirais pas tout ce que propose Nicolas Sarkozy, mais en tout cas sur ce point, il a, je crois, raison sur les peines planchées. Nous proposons les deux, du Royal plus du Sarkozy. Ça s'appelle du Bayrou. Je pense que nous sommes au cœur d'un sujet de société absolument majeur. Et il me semble que la bonne réforme serait la suivante. Non pas, comme j'ai dit, en rabattre sur les principes, même si je vois bien les objectifs que vous poursuivez, c'est-à-dire ni revenir sur l'excuse de minorité, parce que c'est un constat de faillite, finalement. En revanche, le problème que vous soulevez est tout à fait réel. Aujourd'hui, dans la justice des mineurs, c'est le même juge qui prend les mesures de protection de l'enfant. L'enfant victime d'inceste est placé par le juge des mineurs, donc il voit l'enfant victime, et c'est le même juge qui va juger le mineur délinquant, voire très délinquant. Donc il a ce double regard sur la justice. Et donc la vraie réponse, c'est une réforme profonde de la justice des mineurs, c'est-à-dire une justice à part entière pour tous les jeunes qui sont victimes de violences, et où là, il faut apporter beaucoup de soins et beaucoup de moyens supplémentaires, et une justice des mineurs pour le mineur délinquant qui gardera des procédures spécifiques liées à ce mineur. Et moi, je crois aussi qu'il faut regarder, et ça répond à votre préoccupation, essayer de tarir
la montée de la délinquance, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui se passe en amont. Et lorsque l'on observe que les mineurs en prison sont des mineurs d'abord qui sont en grave échec scolaire, qui ne sont jamais allés au-delà de l'école primaire pour la plupart d'entre eux, qui maîtrisent 400 mots, c'est-à-dire 10 fois moins qu'un élève qui arrive en 6e, et donc qui derrière, je ne veux pas en faire des victimes, mais je dis qu'il y a aussi un problème social profond, c'est-à-dire ils sont aussi le fruit de l'échec de la famille, et donc il faut intervenir beaucoup plus tôt sur les familles qui sont en rupture, qui sont en difficulté, qui sont dans des situations insupportables. Il faut intervenir beaucoup plus tôt à l'école, parce qu'en effet, on les repère très tôt, les enfants en grande souffrance qui vont devenir des enfants en grande violence. Et enfin, je voudrais quand même dire une bonne fois pour toutes, parce qu'on parle toujours des jeunes auteurs de violences, que les premières victimes des violences des jeunes, ce sont les autres jeunes. Et ça, on n'en parle jamais. Et cette question-là aussi, or c'est le même juge qui va juger les deux, et je crois que c'est cette réforme-là sur laquelle il faut réfléchir. Il y a 3000 jeunes en flux tous les ans. Il y a 3000 jeunes qui passent dans une année dans une prison. Le problème principal des mineurs en prison, c'est qu'en fait, nos prisons étaient en tout cas dans un tel état, parce qu'on est en train d'essayer de les remettre en place, que les mineurs sont très souvent avec des majeurs. La loi de programmation sur la justice, elle lance énormément de réhabilitation et la création de centres pénaux spéciaux pour les mineurs, et moi, je partage ce constat. Mais on aurait aimé que vous la votiez. Les places s'ouvrent en 2007. Est-ce que je peux me permettre de vous poser très très rapidement encore 2 questions, dont la dernière sera provocatrice, j'en ai conscience. L'un de vos partisans, Monsieur Valigny, dans une interview récente, a parlé de votre projet pour la justice, et il est considérable quand on lit cette interview. Est-ce que ça n'est pas un peu en contradiction avec l'excellente idée que vous avez formulée tout à l'heure sur la nécessité de faire des pauses législatives? Non, la question provocatrice. La question provocatrice, elle est très simple. Je vous ai entendu tout à l'heure, avec Serge Moati, parler d'un humanisme vigoureux, du sens des limites, des repères. Vous voulez une justice rapide, efficace, qui a des moyens. Au fond, je vois mal la différence avec le programme de Nicolas Sarkozy sur ce plan-là. Allons bon. Non, moi je la vois. La preuve sur la justice des mineurs. La provocation. C'est la séparation des deux juges. Mais c'est le jeu défensif pour les mineurs. André Valigny a fait un travail tout à fait remarquable à la commission Outreau. Et nous avons en effet, dans le projet socialiste, une réforme très importante de la justice. Mais elle se fera sur plusieurs années. Et je redis ici que ma priorité sera de donner des moyens matériels à la justice. Et sur les prisons. Parce que en voilà assez des discours et des actes, ces prisons qui font honte au niveau européen et même au niveau de l'humanité. Il y a des pays bien en dehors de l'Europe, avec des niveaux de vie bien inférieurs, qui ont des prisons en meilleur état. Eh bien, les prisons, nous les remettrons en situation en régionalisant, en décentralisant cette question-là. Non, on doit avancer sur l'international. Non. Les prisons par les régions et les départements en leur donnant les moyens de le faire. Et ça, j'en prends l'engagement parce que c'est une situation qui est indigne et 80% des incarcérés vont dans la récidive. Et il y a eu, en particulier sous le gouvernement actuel, une réduction considérable du travail de réinsertion, puisque beaucoup de prisons n'ont même plus les personnels chargés de la réinsertion, c'est-à-dire les prisonniers se retrouvent à la rue, c'est le cas de le dire, sans aucun accompagnement pour la réinsertion. Et ça, je crois que ça n'est plus. En tout cas, l'argument provocateur n'a pas eu de réponse vraiment. Sarkozy. Si, c'est très différent, je vous l'ai dit, à propos de la justice des mineurs. Regardez. Nicolas Domnac. Parce qu'il annonce de nouvelles lois encore. Pour faire croire qu'il fait quelque chose. Il faut arrêter. Les magistrats sont malheureux. Une loi n'est pas encore appliquée qu'une autre leur arrive sur la tête. Nicolas Domnac. On parle d'une autre. J'en profiterai 2 questions, Madame Royal. Si vous voulez bien, on a compris l'importance pour vous des repères, si j'ose dire des remères, mais un point précis, par exemple. Les drogues dures, les drogues douces. Vous faites une différence. Il faut supprimer la loi qui n'est pas appliquée du tout, qui punit les consommateurs de cannabis. Première question. Deuxième question qui n'a rien à voir, mais qui est très importante aussi au point de vue du sentiment d'injustice. Il y a un sentiment que, au fond, les puissants ne sont pas traités comme les faibles. Et le puissant des puissants, en particulier le président de la République. Donc,
très clairement, est-ce qu'il faut supprimer son statut d'exception? Est-ce qu'il faut considérer que même une fois qu'il ne sera plus président, il faut amnistier tout ce qui aurait pu lui être reproché précédemment? Et vous-même, je veux dire, si vous étiez présidente, au fond, est-ce que vous suivriez François Hollande, qui a été très dur contre l'irresponsabilité du président, ou votre porte-parole Arnaud Montebourg, très dur encore plus là-dessus, ou bien est-ce que vous auriez une position plus moyenne? Ségolène Royal. Je ne suis pas favorable à la dépénalisation de la consommation de drogue. Mais en même temps, je crois qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Et que ce dont les jeunes souffrent, c'est des polytoxicomanies. C'est-à-dire le mélange drogue-alcool, qui est quand même une drogue légale. Et quand on voit aujourd'hui l'alcoolisme chez les jeunes, il est souvent aussi grave que la consommation de drogues dites douces. Et donc je crois que la question est globale, c'est une question éducative de lutte contre toutes les formes de toxicomanie. Le chef de l'État, le statut pénal du chef de l'État. Une interrogation sur les raisons pour lesquelles les jeunes transgressent. Parlons du chef de l'État, parce que le temps nous presse. Alors, pas pour le chef de l'État. Le chef de l'État actuel lui-même a annoncé une réforme. Donc je crois qu'il faut qu'elle ait lieu avant la fin de son actuel mandat. Je pense qu'il en a l'intention. Dans le projet des socialistes, il y a la reconnaissance de la responsabilité pénale du chef de l'État. Donc ces réformes se feront. Elles remettront d'ailleurs notre pays au niveau des autres démocraties européennes. Dites-moi, on passe à l'international, si vous voulez bien. Les vents nous mènent au Moyen-Orient. Étrange, on ne sait pas comment. Les vents nous mènent là-bas. Alors, vous, Jean-Louis Bourlanges, député UDF au Parlement européen, vous critiquez la diplomatie royale, entre guillemets, qui, je vous cite, change toutes les 24 heures et s'adapte aux interlocuteurs du moment. C'est vous qui l'avez dit. Je répète, on vous écoute. Ségolène Royal aussi. Oui. Oui, ça fait partie de l'inquiétude profonde que m'inspire la candidature de Madame Royal, quelles que soient les qualités que je lui reconnais. Je ne comprends pas et je m'inquiète en démocrate de la façon dont vous gérez en permanence des contradictions. Vous dites, je donnerai un exemple autre, mais je reviens sur le Moyen-Orient. Non, s'il vous plaît, on est en fin de parcours là. Je sais. Sur le budget européen, je lis ici, je ne suis pas favorable à une augmentation globale. Après, je dis, la limitation à 1% du budget européen n'est pas possible. Sur les survols, prenons l'exemple du survol. Survol par les survols par les avions israéliens. Ça, c'est tout à fait intéressant et significatif de votre méthode qui m'inquiète. Vous dites que vous êtes, vous dites devant la finule, je suis hostile à ces survols. Ensuite, 4 jours plus tard exactement, vous dites exactement le contraire, ces vols doivent être maintenus s'ils importent à la sécurité d'Israël. Alors on vous demande pourquoi. Non, ce qui est intéressant, c'est la question. On vous demande, mais madame, vous changez. Et vous dites, oui, mais ma première réponse, elle était dictée par c'est votre expression, le vécu de la finule. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le vécu de la finule, sinon que, en ces matières, vous dites exactement ce que vos auditoires ont envie d'entendre. Alors ne changez pas d'auditoire, comme ça vous garderez votre cohérence. Écoutez, je pense que c'est avec des raisonnements comme celui-ci, si je puis me permettre, qu'on arrive à des situations de blocage et à la montée des tensions et des fureurs que l'on constate aujourd'hui au Moyen-Orient. Si les gens s'écoutaient un peu plus et se parlaient, même en étant très différents, je pense que la paix aurait pu progresser et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Parce que quand j'étais sur place et que j'ai été en effet extrêmement bien reçue par l'ensemble de mes interlocuteurs qui attendent désespérément ce que et la France et l'Europe pourraient faire pour servir de médiation entre tous ces pays modérés qui ont envie en premier lieu de faire le bonheur de leur peuple. Au bout du compte, c'est quand même ça qui les rassemble. Et moi, je suis vraiment étonnée de voir que lorsque je passe du Liban à la bande de Gaza, puis à Jérusalem, je reçois des jeunes qui me disent tous la même chose. Mais pourvu que nos responsables politiques finissent par se parler, par faire la paix et par avancer. Et des pas, d'ailleurs, ont été faits pendant que j'étais sur place, puisqu'il y a eu le cessez-le-feu. Et donc, je crois, en effet, qu'une diplomatie moderne est une diplomatie qui cherche non pas à imposer l'arrogance et le point de vue de la France vu de l'extérieur avec des grands discours et des grands principes, mais qui va sur place comme je l'ai fait, avec des entretiens en tête-à-tête qui peut permettre de comprendre un certain nombre de choses et d'être en empathie par rapport à un certain nombre de points de vue et ensuite justement de pouvoir comprendre les choses et rapprocher les points de vue. Et aujourd'hui, ce qui manque cruellement, ce sont en effet
effet des médiateurs extérieurs qui aient la confiance de tous. Alors je ne sais pas si les téléspectateurs ont bien saisi la question des avions, mais je peux raconter, cette histoire pour répondre à ce que vous venez de dire. En effet, j'ai rencontré la FINUL et le général commandant de la FINUL, et qui m'a dit ne pas supporter le survol des avions parce que c'était une atteinte à leur crédibilité, les avions israéliens qui survolaient le sud Liban, tout en reconnaissant que ces survols avaient diminué. Quand j'ai vu le Premier ministre israélien Ehud Olmert, je lui en ai parlé. Quand j'ai vu en tête-à-tête le ministre de la Défense travailliste, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, la FINUL sans... Attendez, j'ai terminé par rapport à cette histoire très importante qui illustre ma conception de la diplomatie. Et je leur ai dit... Je leur ai confié cela. Ils m'ont expliqué pourquoi il restait encore pendant quelques semaines des survols, pourquoi ils en avaient diminué le nombre et pourquoi ils finiraient par en diminuer le nombre dès lors que la sécurité, c'est-à-dire les transits d'armes, auraient été supprimés. Madame Royal, vous avez une ultime question. On n'a pas parlé d'écologie et ça, je m'en veux absolument parce que là, c'est honteux de vous avoir fait... je suis désolé, pardon. On veut bien revenir. Vous voulez bien revenir tous. Merci mille fois. Non, une dernière question pour savoir si on vous dit friande des sondages, des enquêtes d'opinion qualitatives, quantitatives. Donc il y a un point sur lequel il faut savoir si vous considérez ou si vous le balayez, à savoir est-ce que... Il y a d'autres gourmandises, rassurez-vous. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont sorties sur les votes musulmans, les votes juifs, les votes catholiques? Est-ce que vous les considérez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une validité? Est-ce que ça intervient dans le choix? Dans 30 secondes, c'est coupé. Allons-y. Voilà. Non, mais, écoutez, moi, je crois surtout à la citoyenneté, à la nation, à la République. Et ma préoccupation, c'est de savoir comment nous pouvons tous tenir debout, ensemble, autour des valeurs qui nous rassemblent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Merci beaucoup, Madame Royal. Je rappelle le livre de Philippe Bilger, Pour l'honneur de la justice, qui est un livre tout à fait passionnant. Donc, alors, on n'a pas parlé d'écologie, j'en suis confus, mais on va refaire un débat. Mais il faut vraiment en parler. À l'année prochaine sur France 5. L'année prochaine, c'est-à-dire on se retrouve le 7 janvier. France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Bonne fête à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci.